Bonjour, le cours d'anatomie d'aujourd'hui est consacré à l'anatomie de la vessie. Voici le plan du cours. On va commencer par une introduction, puis on va voir l'anatomie descriptive de la vessie. On étudiera la configuration externe, puis la configuration interne. On va voir la structure de la vessie, la loge vésicale et les moyens de fixité de la vessie. Puis on va voir les rapports de la vessie et on terminera par la vascularisation, le drainage lymphatique et l'innervation. Introduction. La vessie est un organe musculeux membraneux, interposé entre les urétères et l'urètre. Ce muscle creux est un réservoir dans lequel l'urine sécrétée d'une façon permanente par les reins s'accumule et séjourne dans l'intervalle d'émission. L'anatomie descriptive, on va commencer par la configuration externe. La vessie est située dans une loge qu'on appelle la loge vésicale, située dans la partie ventrale du petit bassin. En arrière de la symphyse pubienne et au-dessus du plancher pelvien. La vessie, quand elle est vide chez l'adulte, elle est complètement aplatie, située dans la cavité pelvienne. Chez l'homme, elle est située en avant du rectum et des vésicules séminales, au-dessus de la prostate. Chez la femme, elle est située en avant de l'utérus et du vagin et au-dessus du diaphragme pelvien. Quand elle est distendue, elle a la forme d'un ovoïde et elle fait saillie au niveau de l'abdomen. La forme de la vessie, généralement la vessie, elle a une forme d'une pyramide piriforme lorsqu'elle est vide. Cette forme, elle est variable selon son état de remplissage. Elle a une forme ovoïde à l'état de réplétion lorsque la vessie elle est pleine. Elle est aplatie à l'état de vacuité. Elle présente à décrire trois faces lorsqu'elle est vide, une face supérieure et deux faces antérieures, une antéro-inférieure et une postéro-inférieure. Trois bords qui vont séparer les faces, un bord postérieur et deux bords latéraux, un apex ou sommet antérieur, une base ou fin 10 postérieure, un col inférieur qui se continue par l'urètre. Voici les différentes faces. La face supérieure qui va disparaître lorsque la vessie est pleine. Une face antéro-inférieure et postéro-inférieure qui se réunissent au niveau de la base ou du fundus. Les bords latéraux qui s'effacent à l'état de remplissage. Un bord postérieur, un sommet antérieur et un col inférieur. Capacité et dimensions. Les dimensions d'une vessie vide est de 6 cm à peu près de long sur 5 cm de large. Ces paramètres doublent lorsque la vessie est pleine. Sa capacité est très variable. Elle est plus grande chez la femme que chez l'homme. La capacité maximale à peu près de 2 à 3 litres chez l'adulte. La capacité physiologique, elle est en moyenne de 300 cm3 pour le besoin normal d'uriner. La configuration interne, elle est étudiée à l'aide d'une cystoscopie. La vessie contient trois orifices. Un orifice antérieur, médian, c'est l'orifice urétral de l'urètre, entouré par un bourrelet dû à la présence du sphincter interne de l'urètre, et deux orifices latéraux
c'est les orifices des urétères en forme de fente réunis par un bourrelet interurétéral. Ces trois orifices, ils vont délimiter un trigone qu'on appelle le trigone vésical, appelé autrefois le triangle de Lyoto. En arrière du trigone vésical, on a l'arrière-fond de la vessie ou le bas-fond de la vessie. La structure de la vessie, elle présente trois tuniques. De la profondeur vers la superficie, on a une muqueuse appelée l'uréthélium, une musculeuse appelée le détrésor avec trois couches, une couche périphérique longitudinale, une moyenne circulaire, une profonde plexiforme, une adventice cellulo-nerveuse. Le péritoine recouvre partiellement la vessie, seulement la face supérieure. Donc, la vessie, elle peut être abordée chirurgicalement par voie extra-péritoniale. Moyenne de fixité et loge vésicale. La vessie est située dans le petit bassin, dans une loge qu'on appelle la loge vésicale. Voici une coupe horizontale du pelvis. Cette coupe, elle montre les différentes loges du pelvis. On a trois loges. Une antérieure occupée par la vessie, c'est la loge vésicale. Une moyenne, c'est la loge génitale. Et une postérieure, c'est la loge rectale. C'est une loge fibreuse qui est constituée en haut par le péritoine pelvien qui tapisse la face supérieure de la vessie et se réfléchit en avant sur le péritoine pariétal antérieur, formant un cul-de-sac vésical qui s'efface lorsque la vessie est vide. En arrière, le péritoine pelvien tapisse la loge génitale et forme chez la femme un cul-de-sac vésico-utérin, et chez l'homme, il forme un cul-de-sac vésico-génital entre la vessie et les vésicules séminales, et à distance un cul-de-sac rectogénital entre le rectum et la loge génitale qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas. En avant et latéralement, la loge vésicale est limitée par le fascia ombilico-prévésical. Ce fascia ombilico-prévésical qui va se terminer par le ligament ombilical médian, il est logé latéralement par les artères ombilicales. Ces dernières sont obstruées à leur partie terminale. En arrière, chez l'homme, on a le fascia recto-vésical ou le septum recto-prostatique, appelé également la lame prostato-péritoniale de Dennevilliers, qui va séparer la loge urogénitale du rectum. Chez la femme, on a le septum vésico-vaginal, c'est une fine lame qui va séparer la vessie du vagin. Latéralement, donc les différentes loges du pelvis sont limitées par les lames sacro-recto-génito-pubiennes qui partent du sacrum et se terminent au niveau du pubis. Les moyens de fixité. La vessie est bien maintenue dans sa loge vésicale, à l'exception de sa face supérieure qui forme un dôme à l'état de réplétion. Elle est maintenue par les fascias qui l'entourent, par des ligaments, par le diaphragme pelvien et le périnée. Les ligaments, on a le ligament ombilical médian, c'est un vestige de l'ourac qui va fixer le sommet de la vessie à l'ombilic. On a des ligaments antérieurs, vésico-antérieurs, le ligament pubovésical chez la femme et le ligament puboprostatique chez l'homme. Il y a des ligaments vésico-latéraux
organisées autour des artères vésicales supérieures. Chez la femme également, on a le ligament vésico-utérin. Les rapports de la vessie sont variables selon le sexe et l'état de remplissage. Donc, on voit les rapports sur une coupe sagittale. C'est une coupe sagittale chez l'homme. Et ça, c'est une coupe sagittale chez la femme. Les rapports de la face supérieure qui se font par l'intermédiaire du péritoine pariétal. Donc, la vessie, elle entre en rapport avec les anses grêles, avec le séquoappendice à droite et le côlon sigmoïde à gauche. Chez la femme, donc, on a également le corps de l'utérus. Entre l'utérus et la vessie, on a le cul-de-sac utérovesical. Les rapports de la face antéro-inférieure. Une vessie vide, elle est pelvienne. Elle répond en avant à la symphyse pubienne et à l'espace rétropubien de Retsus. Cet espace il est formé par un tissu graisseux riche en plexus veineux, c'est le plexus de Santorini. Une vessie pleine, elle devient abdominale, elle répond à la paroi abdominale antérieure. Les rapports de la face postéro-inférieure sont différents. Chez l'homme, la vessie elle entre en rapport avec la portion terminale des canaux différents, les vésicules séminales et la partie terminale des urétères. Sur une vue postérieure de la vessie, on voit les canaux différents, la portion terminale des canaux différents, les vésicules séminales qui vont s'aboucher dans la prostate qui est située au-dessous de la vessie et la terminaison des urétères. Puis à distance, par le biais donc du fascia recto-vésical, la ponévrose prostato-péritoniale de Dennevilliers, la vessie elle entre en rapport avec le rectum et entre la vessie et le rectum, on va trouver le cul-de-sac de Douglas. Chez la femme, les rapports de la face postéro-inférieure par le biais du septum vésico-vaginal, la vessie elle entre en rapport avec le vagin, le col de l'utérus et la portion terminale des urétères. Les rapports latéraux, donc lorsque la vessie est vide, elle entre en rapport avec les artères ombilicales et le canot différent chez l'homme. Voici les artères ombilicales qui logent les bords latéraux. Lorsque la vessie est pleine, on a les cul-de-sac latéro-vésicales. Les angles, donc on a l'angle antérieur au sommet, se continue par l'ouraque ou le ligament ombilical médian qui va le fixer à l'ombilic. Et l'angle inférieur ou col vésical, qui est l'orifice supérieur de l'urètre, il est entouré par la prostate chez l'homme. La vascularisation. Premièrement, on va commencer par la vascularisation artérielle. Les artères qui nourrissent la vessie proviennent de l'artère iliaque interne. Ils vont former autour de la vessie trois pédicules. Un pédicule supérieur, c'est les artères vésicales supérieures qui viennent de l'artère ombilicale dans sa partie perméable et également de l'artère obturatrice. Un pédicule inférieur, c'est les artères vésicales inférieures qui naissent des artères donc génitales, prostatiques et différentielles chez l'homme ou de l'artère vaginale. Un pédicule antérieur, moins important, qui provient des artères pédondales internes. Les veines vont former un riche
réseau superficiel qui se draine en avant vers le plexus de Santorini, au niveau de l'espace de Rhésus, et en arrière, chez la femme, il se draine vers le plexus hétérovaginal et chez l'homme, vers le plexus séminal. Ces plexus veineux, ils vont gagner les veines iliaques internes, eux-mêmes qui vont rejoindre les veines iliaques primitives, qui vont se drainer vers la veine cave inférieure. Les lymphatiques se drainent dans les lymphonodes iliaques internes et iliaques externes. L'innervation vésicale est double, sympathique et parasympathique. Elle dépend du plexus hypogastrique. C'est le plexus hypogastrique inférieur. Et du troisième et quatrième nerf sacré pour le contrôle volontaire de la miction. En conclusion, on peut dire que la vessie est un organe musculaire creux dont la forme dépend de l'état de réplétion. Elle se trouve sous le péritoine. Ses principales fonctions sont le stockage et l'évacuation de l'urine par l'urètre. Merci.